Bonjour à toutes et bonjour à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs. Alors déjà, merci à tous, encore une fois. Je suis actuellement en train de faire des vidéos de remerciements pour chacun d'entre vous, mes abonnés. Et donc, grâce à vous, effectivement, j'en suis là actuellement. Et donc, ça, c'est une première chose dite. Et deuxième chose dite, je ne poste pas en ce moment de contenu car je suis à fond dans le reportage. Ça me prend énormément de temps, c'est un défi pour moi. Et donc, voilà, veuillez m'excuser pour le... Voilà, il n'y a pas trop de vidéos en ce moment, mais bon, je fais du mieux que je peux. Ensuite, aujourd'hui, je vous propose quand même, néanmoins, un article quand même qui est très intéressant, que j'avais fait déjà il y a 2 3 semaines, sur Encelade. C'est une lune assez populaire, je trouve, et assez mystérieuse même, de Saturne. Et vous allez voir, il y a beaucoup de choses à savoir sur cet épisode-là. C'est un podcast à ma façon, mais je vais quand même vous passer à l'écran des images, des photos, des illustrations et quelques documents techniques qui vont illustrer un peu mes propos. Vous allez voir, c'est super intéressant. Encelade, c'est vraiment un petit peu comme Titan, une lune qui a du potentiel, qui a beaucoup de potentiel sur la découverte de la vie, bien sûr. Donc voilà, c'est pour ça que je fais un peu cet épisode. Ça marquera une petite pause entre la dernière vidéo que j'ai postée sur les remerciements et le premier reportage que je vais vous poster très prochainement. Et voilà, ça me stresse un peu parce que je suis à fond dedans. J'essaie de faire le montage, mais avec mes petits moyens, c'est compliqué. Donc j'espère en tout cas que ça vous plaira. Voilà, c'est en mode nature, hein, bien sûr. Hein, je serai en pleine nature et j'essaierai de faire des transitions assez sympas entre ce que je raconte et moi-même, essayer de vous raconter un peu mon histoire et l'histoire aussi de la chaîne. Voilà. Et puis surtout d'astronomie, hein, parce que c'est un peu le but quand même. Voilà. Donc en tout cas, bon visionnage à vous. En tout cas, j'espère que cet épisode vous plaira. N'hésitez pas à commenter, liker comme vous le faites tous, hein, tous mes abonnés, la plupart le font. Et ne vous inquiétez pas si vous ne vous êtes pas entendu dans l'épisode où je faisais une dédicace, hein, pour chacun d'entre vous, de mes abonnés. Ne vous inquiétez pas, vous serez tous cités normalement. Donc voilà, ça va bientôt arriver, ça prend beaucoup de temps, comme d'habitude. Je n'ai pas le temps, je fais ce que je peux. Mais en tout cas, voilà, bonne écoute à tous. Allez, commençons de suite cet épisode qui va, il me semble, vous captiver, je pense. Déjà, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Encelade, il faut imaginer une lune glacée qui est perdue dans l'immensité de Saturne, hein. Saturne, faut pas oublier, c'est quand même un objet qui est très 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 gros par rapport à la Terre, hein. C'est une planète énorme, donc ça n'a rien à voir avec la planète Terre. Et qui se cache donc sous sa surface, pardon, un océan profond et mystérieux. Et ça, c'est pas une hypothèse, une théorie, on l'a vérifié, on l'a démontré, et donc c'est réel. Voilà. Et donc, si dans ces eaux, il pouvait potentiellement receler une, une potentielle vie extraterrestre. Alors, quand je dis extraterrestre, bien sûr, c'est voilà, en dehors de la planète. C'est pas forcément quelque chose d'humanoïde, vous voyez, mais on va en parler après. Bon, je vais pas essayer de trop me lancer là-dedans. Parmi les nombreux mondes qui sont fascinants, hein, du système solaire, eh bien, Encelade, c'est quand même l'une des lunes de Saturne qui suscite quand même un intérêt particulier. Bon, il y a Titan aussi, mais bon, franchement, Encelade, c'est vraiment le top du top. Et pourquoi une si petite lune, comme Encelade, attire-t-elle autant l'attention des scientifiques? Alors bien sûr, la plupart d'entre vous qui êtes fans d'astronomie, vous connaissez déjà la réponse, mais pour ceux qui ne savent pas trop, eh bien la réponse, elle réside sous sa surface gelée. Donc c'est un océan mondial, hein, enfin un océan mondial, on va dire, qui englobe toute la planète, bien sûr, qui est en perpétuel mouvement en fait, hein. Donc qui libère en fait d'étranges geysers que je peux vous montrer à l'écran, dans l'espace. Et ces panaches de vapeur, qui sont analysés donc par la sonde Cassini et même d'autres sondes, ont révélé la présence de molécules organiques et même des sels minéraux et des éléments chimiques qui sont essentiels à la vie. Et ça, c'est vraiment important à savoir. Parce que peut-on vraiment espérer découvrir la vie dans cet océan souterrain? Ça, c'est une très bonne question. Et comment ces indices ont-ils détecté et qu'est-ce que cela signifie pour notre compréhension du cosmos? Donc, on va essayer d'analyser un petit peu dans ce reportage, enfin dans cet épisode, pardon, parce que je suis dans le reportage en même temps. On va essayer d'analyser un petit peu les preuves qui pourraient indiquer qu'il y aurait potentiellement de la vie, et on va aussi indiquer quelques preuves qui pourraient sous-entendre qu'il n'y aurait pas de vie. Vous allez voir, on va essayer de faire le pour et le contre. Je ne veux pas prendre part à une idée ou à une autre. Ce que je veux, moi, c'est rester neutre et exploiter un petit peu toutes les hypothèses avec vous.
Donc dans cet épisode, on va explorer un petit peu les mystères d'Encelade et on va voir un petit peu pourquoi ces océans en fait sont si captivants et quelles sont les missions scientifiques qui ont révélé en fait finalement un petit peu ces secrets, alors pas tous, et surtout quelles sont les prochaines étapes finalement de l'exploration spatiale pour percer un petit peu les mystères que l'on va découvrir dans cette vidéo. Et donc l'enjeu en fait il est immense parce que si la vie elle a pu apparaître sur cette petite lune qui est glacée, hein, alors elle pourrait être beaucoup plus répandue dans l'univers que qu'on puisse le penser. Vous voyez? Donc vous allez voir, on va partir quand même dans un voyage assez fascinant, je trouve, au-delà des glaces d'Encelade, à la découverte d'un monde qui pourrait même révolutionner notre vision en fait hein, de la vie dans le cosmos. Et quand je dis la vie, c'est aussi le type de forme de vie. Vous voyez? Alors, on va commencer déjà par la première partie. Pour moi, Encelade, en fait, c'est pas une lune comme les autres. C'est l'une des lunes les plus intrigantes de Saturne. Déjà, elle a un diamètre d'environ 500 km. Elle est donc bien plus petite que Titan. C'est la plus grande lune de la planète, hein, pour information. Donc pourtant, malgré cela, eh bien, elle fascine quand même les scientifiques depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et lors des premiers survols de la sonde Voyager dans les années 80, eh bien, Encelade a révélé une surface glacée d'une blancheur vraiment éclatante, hein. Donc ça suggère un petit peu une activité géologique assez récente, je pense, quand on parle de temporalité au niveau du système solaire. Mais c'est la mission de Cassini, finalement, qui a apporté les découvertes les plus fascinantes. Vous allez voir, on va le découvrir. Déjà, les images et les données qui ont été collectées par Cassini, elles ont pu, elles ont pu permettre en fait de découvrir que cette lune, elle est bien plus dynamique qu'on le pensait. En fait, quand tu regardes bien les images et les photos, son pôle sud, elle présente des fissures qui sont vraiment linéaires, vous voyez, et qu'on peut appeler les rayures du Tigre. Et en fait, ça libère en fait d'immenses panaches de vapeur d'eau dans l'espace. Je pense que vous avez ça à l'écran. Et en fait, ces geysers, ils sont constitués d'eau liquide. Ça, on a pu l'analyser. Et en plus, on a détecté des sels minéraux, des molécules organiques. Et, et franchement, ça, c'est une énigme majeure pour les scientifiques parce que euh, ça pourrait vraiment être une découverte incroyable. Donc, comment un si petit astre peut-il maintenir un océan liquide sous une épaisse couche de glace? Alors bien sûr, la réponse elle réside dans les forces de marée, bien sûr exercées par Saturne, hein, parce que Saturne, vous imaginez bien euh, la force gravitationnelle qu'elle doit exercer sur ces lunes, elle doit complètement déformer la Lune, vous voyez, au niveau gravitationnel. Alors que nous, en fait, gravitationnellement parlant, on a que notre propre Lune qui modifie un petit peu la structure de notre planète. Vous voyez, elle se déforme un petit peu petit à petit, vous voyez, en fonction des forces gravitationnelles de la Lune, en fonction de sa position, en fonction de la rotation de la Lune, en fonction de sa proximité, vous voyez. Et donc, vous imaginez bien que quand on transpose, eh bien, si nous, par exemple, notre planète Terre, c'était une planète comme Saturne, imaginez-vous bien que la Lune, euh, si notre propre Lune, c'était Encelade, elle serait complètement déchirée, en fait, à chaque orbite. Ça lui ferait pas du bien, à mon avis, vous voyez. Donc, l'attraction gravitationnelle de la planète comprime en fait et détend en permanence l'intérieur d'Encelade. Vous voyez, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Et donc du coup, forcément, ça déforme un peu le noyau à l'intérieur et ça génère donc une chaleur suffisante pour empêcher l'océan de geler complètement. Voilà. J'espère que j'ai été assez clair parce que c'est pas facile à comprendre, mais en gros, toutes les planètes de notre système solaire ont un noyau, d'accord? Et ce noyau, de toute façon, à force d'être, entre guillemets, alors c'est pas le bon mot, mais d'être déformé, excité, gravitationnellement parlant, eh bien, ça génère de la chaleur, ça génère de l'énergie, et donc forcément, ce qui se trouve au-dessus du noyau, eh bien, se retrouve réchauffé de facto, et forcément, bah, voilà, il n'y a pas de glace, c'est de l'eau liquide. Malgré que Encelade, donc, comme je vous l'ai dit, elle a une couche glacée, donc forcément, vu que c'est blanc, ça reflète la lumière, donc ça n'absorbe que très peu de chaleur, mais malgré ça, en fait, finalement, on arrive quand même à détecter eh bien, de l'eau liquide en dessous, et même des geysers qui ressortent de cette croûte glacée. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que bah, l'attraction gravitationnelle de Saturne est vraiment incroyable sur ces lunes.
Donc ces forces internes, elles provoquent bien sûr également des mouvements tectoniques sur sa surface, un peu comme nous. On a des plaques tectoniques sur la Terre, et bien c'est la même chose sur Encelade. Donc sa glace, elle va se fracturer, elle va former des failles spectaculaires qui vont donc laisser s'échapper des vapeurs d'eau, et cette activité tectonique, elle est l'un des indices clés en fait qui suggère que un océan global existe sous sa surface. Vous voyez? Voilà. Donc les panaches d'Encelade, ils sont pas, voilà, ils sont, bien sûr, c'est assez curieux quand on regarde ça. On a l'impression que c'est des petits volcans, et en plus ça dégage de l'eau, donc c'est vraiment incroyable. Et mais c'est quand même aussi, euh, eh bien, une fenêtre directe sur l'océan souterrain. Voilà. Ça nous montre un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur d'Encelade. Et donc, quand on les a analysés, Cassini en fait a détecté du méthane, du dihydrogène, je vais y arriver, et en plus d'autres composants chimiques qui, sur Terre, sont souvent associés à des processus biologiques. Et ça, c'est incroyable, vous voyez? Comme quoi que ça confirme un peu, déjà rien que pour ça, ça confirme que la vie peut être possible partout. Et ces découvertes, elles posent aussi une autre question, d'ailleurs fascinante, je trouve. Est-ce que Encelade possède-t-elle des conditions nécessaires donc à l'apparition de la vie? Est-ce qu'elle est capable finalement d'avoir des micro-organismes à l'intérieur, ou peut-être même comme des poissons, ou je ne sais pas. Peut-être, voilà. Pour y répondre en tout cas à cette question, on verra bien, on va essayer d'explorer un petit peu en profondeur ce qui se cache sous sa profondeur, sous sa surface, pardon, et on va essayer d'analyser un petit peu tout ce que j'ai pu apprendre lors de mes recherches. Et bon, vous allez voir que c'est quand même très compliqué de dire, oui, il y a de la vie, et non, il n'y a pas de vie. Voilà, on ne sait toujours pas. Bien. Maintenant, poursuivons sur le prochain point, le mystère donc des océans souterrains. Bien, reprenons. Alors déjà, tout à l'heure, en me réécoutant sur l'enregistrement, je disais qu'on avait détecté tout à l'heure, effectivement, des éléments organiques dans les geysers, en fait, d'Encelade. Donc, je me suis mal exprimé. En fait, on a détecté des éléments qui sont nécessaires à la formation de la vie. Voilà. Donc, c'est pas forcément qu'il y a de la vie, mais en gros, on a détecté des éléments qui sont nécessaires à la fabrication de la vie. Donc maintenant, on va s'intéresser donc à l'existence donc de cet océan qui est sous la glace d'Encelade et qui, même aujourd'hui, est une certitude. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. On est sûr et certain qu'il y a bien un océan sous la glace d'Encelade. Alors, comment les scientifiques sont-ils arrivés à cette conclusion? Déjà, les premières indications, elles sont venues des observations de Cassini, comme je vous l'ai dit, qui ont révélé en fait une rotation anormale en fait d'Encelade. Ça suggère déjà qu'une couche liquide, elle sépare en fait la surface glacée du noyau rocheux, et donc quand il a mesuré un petit peu les faibles oscillations de la Lune, eh bien les scientifiques ont permis de confirmer la présence d'un océan global en fait, sous plusieurs dizaines de kilomètres de glace. Donc il y a une dizaine de kilomètres de glace, et dessous, vous avez de l'eau. Et après, vous avez d'autres couches, et après le noyau. Plus impressionnant encore, l'analyse des panaches de vapeur qui sont donc projetés par les geysers ont donc permis de révéler la composition chimique de cet océan. Vous voyez? Donc on y trouve de l'eau salée, du méthane, du dihydrogène, ainsi que des composés organiques complexes. Et ces éléments sont donc sont essentiels en fait à la vie, tels que nous on les connaît. Vous voyez? C'est pour ça que ces découvertes, elles ouvrent quand même la voie à une question majeure. Est-ce que Encelade pourrait vraiment abriter des formes de vie microbiennes semblables à celles trouvées dans les cheminées hydrothermales des fonds marins terrestres, ou peut-être même une autre forme de vie? Voilà. Ce n'est pas forcément semblable aux espèces que nous on peut découvrir, même un peu bizarres sur notre planète, mais qui pourraient être complètement différentes. Et pas forcément même humanoïdes. Ça pourrait être une forme de vie intelligente, mais sous une autre forme je sais pas, une autre forme. Voilà. Donc sur notre planète, bien sûr, la vie, elle peut exister sans lumière du soleil, comme je vous l'ai dit, avec les cheminées hydrothermales, mais dans des environnements extrêmes, même, c'est possible. Vous voyez? En fait, ces organismes sont alimentés par l'énergie chimique qui provient en fait des interactions entre l'eau et la roche et d'autres choses. Et donc, si des conditions similaires existent sur Encelade, alors bien sûr, l'hypothèse d'une vie vraiment extraterrestre, elle devient beaucoup plus crédible, quoi. C'est une évidence. Et donc, les études qui ont été faites ont également montré que l'océan d'Encelade est en contact direct en fait avec son noyau rocheux. Comme je vous l'ai dit, elle a un noyau.
c'est une lune, hein, donc c'est comme une planète, elles ont tous des noyaux. Ces corps, en tout cas, ont tous des noyaux. Et donc, ça permettrait des réactions hydrothermales. Vous voyez, vous avez donc une espèce de roche qui entoure le noyau liquide, et en fonction de l'activité du noyau liquide, ça frictionne, ça réchauffe un peu son manteau, si je puis dire. Et au-dessus du manteau, vous avez l'océan d'Encelade, et au-dessus de l'Encelade, au-dessus de l'océan d'Encelade, vous avez ces 10 km ou ces 15 km de glace. Et voilà, bon là je schématise un peu, mais il y a peut-être d'autres couches, mais vous voyez un peu le principe, c'est ça. Donc la structure interne d'Encelade, elle est donc particulièrement intéressante, je trouve. En fait, il y a déjà une croûte de glace, ça on est sûr. Il y a un océan d'eau salée, ça on est sûr. Et il y a un noyau rocheux qui a une activité thermique importante. Donc elle est due aussi à on va dire à d'autres informations que je vais vous citer plus tard. Mais déjà, ce que je vous ai dit, c'est par rapport aussi à la proximité de Saturne, due à l'effet gravitationnel de sa propre planète. Donc je parle d'Encelade, bien sûr. Donc ce type d'environnement, bien qu'extrême, eh bien, il est analogue à certains écosystèmes qu'on peut retrouver dans les abysses terrestres. Voilà, je vous signale quand même que on est capable d'aller dans l'espace et d'envoyer des robots, tout un tas de satellites, etc., dans l'espace, mais par contre, on n'est quand même pas capable d'aller dans les fonds marins les plus profonds de notre planète. Vous voyez, parce que la pression est encore plus puissante que dans l'espace. Voilà. Et puis ça dépend bien sûr de la profondeur des océans, mais vous voyez bien que on n'a pas été plus loin que 12 ou 13 km, je crois. Voilà. Et après, bien sûr, on n'a pas les moyens techniques. Bref, donc d'un point de vue chimique, on retrouve quand même que dans les panaches que je vous ai montrés en photo, il y a quand même des éléments comme le carbone, l'hydrogène, l'azote, l'oxygène, le phosphore et même du soufre. Donc c'est le fameux CHONPS. Je vous montrerai à l'écran à quoi ça correspond. Et en fait, ce sont ni plus ni moins que les piliers de la vie terrestre. Voilà. En gros, leur présence, qui est simultanée, d'accord, c'est un indice puissant pour imaginer, en fait, et même, voilà, je pense que c'est plutôt réel d'imaginer des processus prébiotiques, comme on peut dire, voire biologiques. Et enfin, bien sûr, les modèles scientifiques montrent que, eh bien, ces océans sont stables, en fait, hein, depuis des millions, voire des milliards d'années. Voilà, on n'est pas trop sûr. C'est sûr qu'il y a une différence entre 1 million d'années et 1 milliard d'années. Je peux vous l'accorder. Mais bon, ce facteur temporel, il est quand même essentiel parce que il augmente la probabilité que la vie, en fait, elle ait eu le temps d'émerger. Et même lentement, quoi. Donc, c'est ce que ça rapproche un petit peu ce que je vous disais dans les épisodes précédents, même un peu de science-fiction sur des civilisations qui pourraient potentiellement exister genre 1 milliard d'années avant nous. C'est fort probable. Donc, bien sûr que nous-mêmes, on ne pourrait pas se rendre compte d'une civilisation qui a 1 milliard d'années d'avance. Elle serait carrément invisible. Bref, je ne m'étends pas plus là-dessus. Parlons maintenant de la quête de la vie, hein. Donc, est-ce que Encelade n'était pas seul, en fait, finalement? L'existence d'un océan sous la glace d'Encelade, elle soulève quand même une question fascinante. Donc déjà, la première, celle que je répète, c'est peut-elle abriter la vie? Et donc, pour répondre à cette interrogation, il faut déjà définir ce qu'est la vie, telle que nous la connaissons. Et c'est un petit peu, voilà, là où je veux vous faire réfléchir, c'est que la vie telle que nous, on la conçoit, elle n'est pas forcément comme nous, on l'a toujours connue. Elle peut être complètement différente. C'est pour ça que, en fait, sur Terre, la vie, elle repose par exemple, sur 3 piliers fondamentaux, d'accord, fondamentaux. La présence d'eau liquide, une source d'énergie et des éléments chimiques de base, d'accord. Donc, le problème avec Encelade, c'est qu'elle semble cocher toutes ces cases. En fait, l'eau liquide est là, sous la glace, hein, bien sûr. L'énergie, elle pourrait bien sûr provenir des réactions hydrothermales, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en contact avec le noyau rocheux. Et les éléments chimiques essentiels, donc les analyses des panaches, elles ont confirmé leur présence. Vous voyez. Donc, voilà, il faut réfléchir un peu à ça. Moi, ça me fait réfléchir en tout cas, je sais pas pour vous, mais c'est l'un quand même des aspects les plus prometteurs pour moi. C'est que les conditions qu'on observe sur Encelade, elles ressemblent beaucoup à celles qu'on peut retrouver dans les abysses terrestres. Là où il y a des formes de vie complexes, hein, qui ont été découvertes il y a très peu de temps même, hein, malgré l'absence totale de lumière. Vous voyez.
Et ces créatures que l'on peut observer, vous faites une recherche rapide sur Internet, hein, vous mettez sur pause, vous allez sur Google Images, vous tapez créatures abyss terrestres, vous allez tomber sur des trucs, ils font flipper, hein, je vous le dis. Hein. Et donc, ces créatures, elles sont souvent nourries par des sources hydrothermales. Et donc, ça nous montre en fait que la vie, elle peut s'épanouir même dans l'obscurité. Et à des pressions extrêmes même. Là, des pressions vraiment incroyablement extrêmes. Et juste avec la ressource d'énergie chimique. Hein. Vous voyez? Donc, en d'autres termes, si la vie, elle a pu émerger dans ces conditions sur Terre, alors pourquoi pas ailleurs? Alors bien sûr, Encelade n'est pas seul, il y a d'autres lunes glacées hein, dans notre système solaire. Vous avez Europe qui est autour de Jupiter, vous avez Titan qui est autour de Saturne et qui est l'une des plus grandes lunes de Saturne et qui présente aussi des signes de sous-sol liquide. Et donc ce qui était autrefois en fait une rareté, eh ben en fait c'est pas une rareté en fait, c'est juste qu'on n'avait pas les moyens techniques de l'observer, de l'analyser, de le comprendre. Et maintenant, bien sûr, plus la technologie avance, plus notre compréhension avance et plus on est capable de découvrir la vérité. Voilà. Et donc ce qui était autrefois en fait, comme je le dis, une rareté, ça devient une norme cosmique. Des océans cachés pourraient être en fait simplement une monnaie courante dans l'univers. Voilà. Et là, quand je vous dis ça, très chères auditrices et très chers auditeurs, ça change tout. Ça signifie que les planètes, elles ne sont pas les seuls lieux propices à la vie. Et oui, il faut penser aussi aux lunes. Les lunes, bien qu'elles soient petites, elles pourraient devenir aussi des premiers mondes où on peut découvrir une vie extraterrestre. Alors, veuillez m'excuser, j'ai coupé parce qu'en fait j'étais en train de parler et je me suis lancé en fait dans une discussion philosophique comme d'habitude et donc voilà, j'ai dû faire la coupure et je recommence, enfin du moins je continue la suite. Donc on s'était arrêté bien sûr aux missions passées et futures. Vous allez voir qu'il y a pas mal aussi d'informations intéressantes quant aux prochaines missions qui vont arriver prochainement et donc pour comprendre un petit peu pourquoi Encelade est devenu l'objet d'études aussi prioritaire pour les scientifiques actuellement, il faut remonter quand même à l'un des plus grands projets finalement d'exploration spatiale qu'on n'a jamais réalisé. C'est la mission Cassini-Huygens, donc qui a été lancée en 1997. Et bien sûr, cette mission, qui était conjointe avec la NASA, l'ESA et l'Agence spatiale italienne, avait pour but, bien sûr, principal d'étudier Saturne, hein, ses anneaux et puis ses lunes. Et donc Cassini a été placé quand même en orbite autour de Saturne en 2004. En 2004, et pendant 13 ans, elle a donc fourni une quantité mais vraiment incroyable de données, de photos sur le système saturnien. Et même Encelade aussi, au départ, n'était même pas la priorité. Hein. Ça, je peux vous le dire. Et moi-même qui parcours quand même pas mal le site de la NASA sur les photos, je peux vous assurer qu'il y a une quantité incroyable de photos. Mais très vite, bien sûr, cette petite lune, Encelade, que je vous parle, a attiré bien sûr l'attention. Lors de survols rapprochés, Cassini a révélé donc des panaches géants de vapeur d'eau qui jaillissaient de son pôle sud, et ces geysers semblaient surgir des fameuses rayures de tigre que je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc ces fractures dans la glace ont intrigué la NASA, et donc ça a modifié un peu leur plan le plan de vol de Cassini à plusieurs reprises pour obtenir donc des survols beaucoup plus proches, quoi. Et donc la sonde est même passée à travers les panaches, et c'est magnifique, et elle a réussi donc à analyser leur composition directement à l'aide d'un instrument que l'on peut nommer INMS, donc ça s'appelle Ion and Neutral Mass Spectrometer. Je vous mets ça à l'écran. Et c'est ainsi qu'on a pu détecter donc dans les panaches de l'eau salée en fait des molécules organiques complexes, du méthane, du dioxyde de carbone, du dihydrogène et d'autres éléments qui existent en fait sur Terre. Voilà. Et moi je trouve ça incroyable. Donc en particulier même la détection de dihydrogène moléculaire, ça a quand même été, je pense, l'une des découvertes les plus importantes. Voilà. C'est en gros sur Terre, ce gaz, il est produit dans les cheminées hydrothermales que je vous ai parlé tout à l'heure, par des réactions entre l'eau et la roche. Et donc c'est un processus qui peut aussi alimenter la vie microbienne. Et donc en 2017, après avoir accompli sa mission et pour éviter même toute contamination potentielle d'Encelade ou de Titan, Cassini a été volontairement précipitée dans l'atmosphère de Saturne, où elle s'est désintégrée. Voilà. Et donc sa fin a été
Voilà, c'était un moment fort hein, pour l'exploration spatiale, mais aussi le début d'une nouvelle obsession scientifique. Et c'est de retourner sur Encelade, bien sûr. Parce que depuis, bien sûr, il y a eu plusieurs missions qui ont été proposées, et l'une des plus connues, c'est Encelade Life Finder, ELF. Donc c'est une mission de la NASA qui consistait en fait à survoler en fait les panaches d'Encelade avec des instruments bien plus sophistiqués que ceux qu'on a eus sur Cassini. Et donc l'objectif était vraiment clair: détecter des biosignatures, et c'est-à-dire en fait des signes chimiques spécifiques de la vie, hein, comme certains acides aminés, des chaînes de protéines simples ou même des isotopes particuliers. Et donc il y a eu aussi une autre mission envisagée, c'est The Enceladus Orbilander. Donc en fait c'est un concept qui a été développé dans le cadre du programme Décadal Surveille, et cette mission en fait a combiné deux phases. Vous aviez une première phase qui était d'orbiter en fait autour d'Encelade pour effectuer une cartographie précise, et après un atterrissage sur la surface pour étudier les échantillons directement sur place. Bon, après, sur la glace, j'allais dire, et ça permettrait donc de forer un peu cette glace et d'analyser un peu la structure, d'observer les fissures actives et même de capturer même peut-être du liquide encore chaud hein, qui s'échappe du sous-sol. Ça pourrait être incroyable, mais après, comment le garder chaud jusqu'à la Terre, c'est un peu compliqué, je pense. Après, il existe d'autres projets plus ambitieux, plus audacieux, si je puis dire, comme l'idée des sondes thermiques qui sont capables de faire fondre lentement à travers la couche de glace jusqu'à... En fait, elle fait fondre la glace couche après couche, petit à petit, et en fait, elle pourra atteindre une profondeur suffisante en fait pour atteindre cet océan souterrain. Voilà. C'est un peu compliqué à mettre en œuvre, mais c'est quand même possible néanmoins. Et donc ces sondes qu'on peut appeler des cryorobots, des cryobots, eh bien ils pourraient emporter en fait des mini submersibles qu'on peut appeler des hydrobots qui vont nager en fait dans l'eau et filmer en fait ce qu'elles pourraient découvrir. Alors là c'est un défi énorme. Déjà comment tu fais pour faire passer la communication vidéo? Alors tu vas certainement peut-être que les ingénieurs vont préenregistrer les images en Full HD, mais il va falloir récupérer la sonde. Comment récupérer le submersible pour qu'il puisse ressortir? Bref, sur Kerbal Space Program, je me suis amusé à faire du staging. Je peux vous assurer que faire décoller une fusée, c'est très compliqué. Faire revenir une fusée d'un corps céleste, d'une planète du système solaire, c'est encore plus compliqué. Et faire revenir un rover, un bot ou même un submersible, alors là, j'imagine même pas la complexité du staging à faire. Ça va être tellement difficile que c'est presque pas possible en fait. Voilà. Bref, je ne veux pas me laisser emporter mais bon, je vous laisse imaginer un peu la difficulté de la tâche. Donc bien sûr, le défi, il est énorme. Il faut traverser 20 ou 30 km de glace. Il faut éviter les zones de pression extrême hein, de la croûte terrestre ou de la glace qui recouvre Encelade, puis parce qu'elle fait quand même 10 ou 20 ou 30 km, on ne sait pas trop, mais n'empêche qu'il y a quand même des volcans un peu partout, il y a des geysers comme vous pouvez le constater, donc forcément ça rend difficile la mission pour pouvoir se poser. On peut même pas prédire à quel moment il pourrait y avoir des déchirures de la croûte glacée. Ouais, c'est très compliqué de prédire un peu tous ces paramètres. Voilà. Donc après voilà, je pense, prévoir une technologie qui, pour l'instant, on n'est pas prêt, hein, mais qui a, je pense, 20 ou 30 ans d'avance sur l'année où on est actuellement. On est en 2025. Je pense que d'ici 2050, 2060, on sera capable effectivement de générer ce genre d'appareil pour pouvoir aller explorer ces lunes. Voilà. Bien, revenons parce que je me suis laissé encore perdu, je me suis laissé perdre dans mes pensées. Du côté de l'Europe, l'Agence spatiale européenne, elle travaille actuellement sur JUICE, donc Jupiter Ice Moon Explorer. C'est une mission prévue pour 2030 et qui va viser principalement Europe et Ganymède. J'en parlerai plus tard dans des prochains épisodes. Mais Encelade n'est pas vraiment sa cible directe en fait hein, pour cette mission, le JUICE. Cette mission, elle contribuera plutôt grandement à la compréhension des lunes glacées en général. Hein. Ça permettra de comparer un peu les environnements potentiellement habitables entre Jupiter et Saturne.
Il y a une mission aussi très attendue, c'est celle de Europa Clipper de la NASA. Elle est prévue pour un lancement en 2024, avec une arrivée en 2030. Et je ne sais pas si elle est partie actuellement, je n'ai pas eu l'information. En tout cas, bien que centrée sur la Lune d'Europe, cette mission, elle va utiliser des instruments qui pourront inspirer de futurs vols vers Encelade. Et quand on pourra observer, entre guillemets, la structure interne d'Europe, eh bien, ses panaches, son activité géologique, etc., on pourra avoir des parallèles scientifiques importants à exploiter. Mais bon, avant de forer ou d'atterrir, il y a quand même pas mal de choses à comprendre et à faire. Les scientifiques, déjà, ils doivent perfectionner un petit peu les méthodes de détection. Parce que c'est ça le plus grand défi. C'est pas non plus, le fait de se poser sur Encelade, c'est pas un problème. Par contre, distinguer des signes de vie dans un environnement extrême et inconnu, ça c'est vraiment la difficulté. Donc la vie, si elle existe, elle ne ressemblera peut-être en rien à ce que nous connaissons. C'est ce que c'est ce que j'insiste à vous dire. En gros, il nous faut donc des instruments qui soient capables d'interpréter l'ambigu, de différencier des signaux biologiques d'un simple bruit chimique, par exemple. Voilà. C'est pourquoi il y a de nombreux chercheurs qui insistent sur une mission de retour d'échantillons. En fait, ça signifie qu'il faut prélever des particules directement dans les panaches d'Encelade, et donc de les stocker avec une pureté absolue, après les rapporter sur Terre, traverser notre couche, notre atmosphère, et atterrir sur Terre en toute sécurité, rapporter les éléments dans un laboratoire, les analyser, etc. Je vous assure, la mission, elle est ultra difficile. Et donc, bien sûr, dans ce cas-ci, un tel projet est extrêmement coûteux, il est technologiquement complexe, et ça pourrait prendre 30 ans ou 40 ans, 50 ans. Voilà. Et donc, il faut prendre en compte aussi même la protection planétaire. On ne peut pas se permettre de ramener quelque chose de contaminé, entre guillemets, extraterrestre, sur notre Terre et contaminer notre planète. On ne sait pas ce qu'on peut ramener. Voilà. Pour l'instant, on a des photos, des images, machin, mais on n'est pas en mesure de savoir si ce qu'on peut ramener de cette planète sur la nôtre pourrait contaminer notre planète. Voilà, on ne peut pas le savoir tant qu'on ne l'a pas essayé. Voilà. Donc en gros, ce que j'essaie de dire, c'est que si on ramenait un micro-organisme d'Encelade, qui est même inactif bien sûr, ça pourrait être potentiellement dangereux en fait pour notre planète. Et vice-versa, si on ramenait quelque chose de notre planète Terre sur Encelade et qu'il y avait potentiellement de la vie, on pourrait la contaminer. Voilà, donc j'ai coupé court un petit peu à ce morceau-là parce que je me suis encore laissé aller dans mes pensées et c'est vrai que c'est extrêmement captivant ce genre de sujet, ça demande beaucoup de réflexion interne, c'est-à-dire qu'en fait j'essaie de me mettre à la place en fait finalement presque j'essaie de faire preuve d'empathie, me mettre à la place de ces micro-organismes par exemple s'il en existe et je me dis bon bah j'aimerais pas trop qu'il y ait une espèce qui vienne comme ça avec ses matériaux, avec sa technologie, avec son organisme qui pourrait potentiellement me contaminer mes terres, contaminer ma planète. Et donc voilà, c'est là-dessus que j'étais en train d'essayer de partir dans ma réflexion. Mais bon, on aura d'autres occasions d'en reparler. En gros, on a quand même franchi une première étape décisive en fait avec Cassini, c'est qu'en fait on savait qu'Encelade en fait elle possédait de l'eau liquide, hein, on le sait depuis longtemps, qu'elle possédait de la chaleur, des éléments chimiques et potentiellement de la vie. Maintenant, on doit retourner là-bas. On doit être mieux équipé, plus précis et surtout beaucoup plus ambitieux et préparer un staging vraiment ultra méga précis, comme je vous l'ai dit. Parce que les prochaines missions, elles pourraient bien nous offrir la réponse que l'humanité en fait cherche depuis toujours. Est-ce qu'on est seul dans l'univers? C'est très déstabilisant, mais vous vous rendez compte si on arrive à trouver même des micro-organismes sur Encelade, mais ça change complètement un petit peu, je pense, la vision que l'on a de notre univers, je pense. Et cette preuve, en fait, en tout cas, elle dépasserait tout ce que l'humain a pu créer de lui-même. Je parle de religion, de concepts préconçus, de tout ce que nous-mêmes on pourrait penser parce qu'on se dit c'est la vérité et puis toi t'as tort. Non, là on t'amène une preuve, on te dit bah il y a des micro-organismes sur Encelade. Maintenant tu fais quoi? Bon, on va finir un petit peu sur cet épisode, hein, on va essayer de conclure quand même. On va essayer déjà de pré-conclure entre guillemets sur les scénarios possibles. Donc la vie, mais laquelle? Alors bien sûr, il faut imaginer un instant que si on découvrait quelque chose dans les panaches d'Encelade, par exemple une trace, un motif chimique, une structure organique,
Eh bien, quelle forme pourrait bien prendre la vie là-bas? On ne sait pas. Et surtout, comment serions-nous capables de l'identifier sans l'interpréter à travers le prisme de la vie terrestre, bien sûr, hein. Voilà. Donc le scénario le plus optimiste, bien sûr, ce serait la détection d'une forme de vie microbienne active qui évolue dans l'océan souterrain dans ce lac. Donc il pourrait s'agir de micro-organismes similaires en fait à ceux qui vivent dans les cheminées hydrothermales des abysses terrestres, qui utilisent donc l'énergie chimique pour survivre. Et donc ces microbes seraient peut-être encapsulés, si je peux dire comme ça, dans des gouttelettes d'eau qui sont expulsées en fait par les panaches. Vous voyez? Et ce qui rendrait donc leur prélèvement réalisable sans avoir à forer la glace. Un peu comme les tardigrades qui résistent à l'espace. Et ben, bon, c'est une image, hein, mais c'est pour vous donner une idée. En gros, on pourrait peut-être potentiellement détecter une trace de vie organique dans ces panaches. Après, il y a des scénarios plus réalistes et plus prudents aussi qu'on peut envisager. Il y en a un, par exemple, qui serait qu'on pourrait découvrir des molécules organiques complexes qui ne forment pas encore de vie, quoi, mais qui témoignent en fait d'une vie prébiotique très avancée. Et donc, ces molécules, comme certains acides aminés ou les lipides simples, hein, eh bien, ils pourraient être les briques élémentaires nécessaires à l'émergence de la vie. Et donc, ça voudrait dire que Encelade est plutôt dans la bonne voie, quoi, si je puis dire. Mais que la vie, elle a peut-être pas encore émergé, mais qu'elle est dans la bonne voie. Voilà. Après, il y a un autre scénario, encore un peu plus délicat, si je peux dire, mais ça serait celui où il n'y a aucune trace de vie et ni de précurseurs qui seraient détectés. Mais donc, où les conditions, en fait, bah, elles restent favorables. Mais pour l'instant, on n'a aucune trace. Ça veut dire qu'en fait, Encelade, elle posséderait bien, bel et bien de l'eau, hein, bien sûr, des sources d'énergie, des minéraux, mais pour une raison inconnue, la vie, elle n'aurait tout simplement pas pris racine. Voilà. Ça serait frustrant, bien sûr, hein, je me mets à votre place, mais ça ne rendrait pas Encelade inintéressant pour autant, bien sûr, parce que au contraire, ça pourrait nous amener à nous poser une question encore plus profonde. Qu'est-ce qui déclenche réellement la vie? Voilà. Bon, c'est pas le sujet de l'épisode, je vous rassure, mais et après, bon, il y a un autre scénario encore plus improbable. C'est scientifiquement stimulant, si je puis dire, mais c'est la découverte d'une forme de vie, mais qui est totalement différente de ce que nous connaissons. C'est en gros une biochimie alternative qui est basée sur des éléments ou des processus inconnus, hein, sur Terre qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas connaître, parce que ça n'existe pas sur Terre. Et en gros, ce type de découverte, ça bouleverserait en fait non seulement la biologie, notre compréhension de la biologie, mais aussi la chimie, la physique, la philosophie, la religion, tout. Voilà, ça modifierait tout. Mais bon, quelle que soit l'issue, il faut quand même garder ceci en tête. Même une absence de vie, eh bien, ça serait quand même une découverte majeure, parce que ça nous permettrait de mieux cerner en fait les fameuses conditions exactes nécessaires à l'apparition du vivant. Ça rejoint un peu ce que je disais, mais je l'ai coupé sur cette fameuse zone tempérée de notre système solaire qui permettrait l'apparition de la vie, et que voilà, c'est soit trop froid, soit trop chaud, soit c'est tempéré. Et donc, je sous-entendais dans mon explication que j'ai coupé, mais je peux essayer quand même de vous l'expliquer un peu. C'est qu'il pourrait y avoir potentiellement, dans cette zone tempérée, quelques lunes de certaines planètes de notre système solaire qui pourraient donc la traverser et donc potentiellement faire apparaître la vie. Voilà. Mais bon, je veux pas non plus continuer là-dessus parce que déjà ça pourrait faire l'objet d'une prochaine vidéo, mais c'est surtout que c'est pas l'objet de la vidéo. Donc voilà, finalement en fait chaque scénario, optimiste soit-il, prudent soit-il, silencieux soit-il, ça nous apprend quand même pas mal de choses. Encelade, c'est pas seulement un mystère à résoudre, c'est quand même une clé pour comprendre en fait eh bien notre propre existence et même peut-être celle de la vie ailleurs dans l'univers. Ça c'est cool à y réfléchir. Maintenant, on va essayer de se faire une petite réflexion finale avant de finir l'épisode. Il était suffisamment long, mais je pense que j'ai pu vous expliquer pas mal de choses sur cette lune qui est, selon moi, très belle. En plus, je la trouve très jolie. Et si un jour, en fait, une sonde qu'on aura envoyée, hein, depuis la Terre, elle revenait en fait avec une réponse claire et même indiscutable. Ok, on n'est pas seul. Il y a bien une vie, même minuscule, même primitive, qui existe dans notre système solaire. Et peut-être que dans ce monde glacé comme Encelade, eh bien, cette vie-là, elle existe. Ça, c'est une réflexion qui après amène son lot de réflexions par la suite. Si on découvre réellement qu'il y a de la vie dans ces océans, comment nous-mêmes on va réagir à ça?
Est-ce que ça va changer notre quotidien? Est-ce que ça va changer notre réflexion par rapport à nous qui sommes un petit peu fans? On est fan un peu de l'astronomie, on adore réfléchir, être curieux et comprendre un peu ce qui nous entoure. Et donc dès lors qu'on aura rajouté une mise à jour dans notre compréhension, dans cette araignée de compréhension qu'on a, toutes ces petites toutes ces toiles en fait qui s'entretissent, qui s'entremêlent, ça représente un peu ces fils de connaissances, et puis ça rejoint des idées, et ça fait des nœuds, quoi. Et en gros, quand on modifie en fait une connaissance qu'on a déjà et qu'on la met à jour, eh bien ça modifie après tout le reste. Et c'est ça qui est beau en fait, c'est que si en gros on arrive à vraiment à prouver qu'il y a de la vie sur Encelade, eh bien déjà toute notre connaissance va se modifier de facto, et en plus on aura quand même une meilleure perception, une meilleure compréhension de ce qu'est la vie dans notre univers et comment elle pourrait apparaître. Voilà. Donc bien sûr c'est pas forcément juste une découverte scientifique, c'est quand même une révolution existentielle si on arrive à découvrir la vie dans notre système solaire. Voilà. Donc d'un point de vue biologique, ça pourrait confirmer que la vie, elle peut émerger ailleurs que sur notre planète, qu'elle n'est pas en fait une anomalie, mais plutôt une conséquence naturelle de l'évolution chimique de l'univers. Voilà. Et ça voudrait dire en fait qu'à chaque fois que les bonnes conditions, que les bonnes conditions, donc quand elles sont réunies, donc je parle de l'eau, de l'énergie, des éléments, alors la vie elle peut apparaître, elle peut croître, elle peut évoluer, et donc ça ouvrirait des perspectives immenses en fait finalement sur la diversité de la vie dans l'univers. Je vous laisse imaginer déjà la complexité de la diversité sur notre planète. Alors imaginez s'il y avait de la vie dans notre univers avec, comme vous le savez, il y a des milliards et des milliards d'étoiles. Donc je vous laisse imaginer le nombre potentiel de différentes vies qui pourraient exister. C'est juste inconcevable. En fait, on peut même pas y penser, quoi. Donc bien sûr, ces découvertes qui ont des conséquences profondes potentielles sur notre humanité, elles d'ailleurs, depuis toujours, on s'est interrogé là-dessus. On s'est toujours demandé, est-ce qu'on est seul? Et cette question, elle traverse bien sûr les civilisations, les cultures, les religions. Elle est au cœur de notre imaginaire, dans nos rêves, elle est partout. Et donc, apprendre que la vie existerait ailleurs, eh bien, ça viendrait à répondre à une des plus vieilles interrogations de notre espèce. Voilà, en gros. Ça remettrait aussi en question, bien sûr, notre place dans le cosmos. En gros, l'idée que selon laquelle la Terre en fait serait unique, et que l'humanité en fait elle serait isolée dans une immensité vide, volerait en éclats en fait. Tout ça volerait en éclats. Voilà, ça serait magnifique. Moi, je trouverais ça beau en tout cas. Voilà. Donc voilà, je vais finir sur ces dernières paroles. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. J'avais encore beaucoup de choses à vous dire, mais le problème c'est que l'épisode va être beaucoup trop long. Et après, bien sûr, j'avais créé une autre partie de cet article, un peu plus philosophique, mais pourquoi pas, en fonction de vos retours, eh bien, je vous sortirai une deuxième partie qui concernera la partie philosophique. Comme ça, au moins, on pourra conclure cet épisode. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Prenez tous soin de vous et à très bientôt.